Bienvenue sur Le Goûter, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui donnent vie à leurs idées. Ce mois-ci, j'accueille Mash, connu pour son univers onirique et végétal. Dans cet épisode, on va parler d'univers créatif, de surf et d'art-thérapie. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast et cette artiste talentueuse, rendez-vous sur le site podcastlegouter.com à la fin du podcast pour acheter l'illustration exclusive du mois réalisée par notre invité. Miam 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 miam. Miam 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 miam. Miam 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 miam. Donc bonjour Mash. Bonjour. Merci de ta présence pour cette interview. Avec plaisir. Je t'ai déjà un petit peu présenté dans l'introduction. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours ? Alors mon parcours, donc déjà je m'appelle Mash, j'ai 27 ans. Je vis à Bidart sur la côte basque, je suis illustratrice et art-thérapeute. Mon parcours, j'ai passé mon bac. Après mon bac, j'ai dit à mes parents que j'avais envie de faire de l'art. Ils m'ont un petit peu rayonnée comme tous parents, même si je suis passionnée depuis mes 7 ans, 8 ans. Ça fait 20 ans maintenant que je fais du dessin. J'ai commencé à la Boîte à couleurs à Nantes, qui est une école de loisirs en fait, où on peut pratiquer différentes formes d'art. Mon parcours, donc je suis rentrée à l'école AGR à Nantes. J'ai passé plusieurs années là-bas et en même temps j'ai fait une licence de psycho. Et à la fin de ces 2 cursus scolaires, je suis allée à Paris pour faire une certification en art-thérapie. Et ensuite j'ai eu donc tous mes diplômes. Et après, j'étais en galerie d'art pendant 2 ans et demi. J'étais art consultant en photographie et en même temps art thérapeute à l'hôpital Necker. C'est vrai, donc tu as fait Nantes, Paris et Bidart du coup. J'ai fait Nantes, Limoges, de nouveau Nantes, ensuite Paris et ensuite Bidart. Ok, et par rapport à... J'ai vu aussi que tu as été sélectionnée pour le Festival d'Angoulême en 2014. Alors en fait, ça c'était... Au sein de l'AGR, chaque année, ils font participer une promo. Donc, c'est le concours des jeunes talents, ça s'appelle. D'accord. Donc, il faut présenter 3 planches en format A3. Ensuite, on est sélectionné. Donc, il y a 10 premiers prix, puis 5, puis 3. Et donc, moi, j'ai fait partie de la sélection des 10 premiers talents. Je crois que je suis arrivée 4e, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus exactement. Donc, ça nous a permis d'être invités sur le festival, de participer, de rencontrer des artistes. À cette époque-là, il y avait Marion Fayolle, qui était exposée, qui est une jeune illustratrice aussi qui est incroyable. Et on a passé 2 jours sur le festival. Ouais, c'était super. Ça, c'est cool. Ouais, expérience incroyable. J'étais assez jeune encore à ce moment-là et je pense que j'avais pas mesuré l'ampleur du festival, des gens que j'allais rencontrer, de l'opportunité que c'était. Et avec du recul maintenant, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. Puis même dans le milieu de l'illustration, dire que tu as été sélectionnée dans le Festival d'Angoulême, ça pèse un petit peu. C'est vrai que quand il y a eu cette sélection-là, c'est quelque chose que tu mets sur ton CV. Et en effet, tu sais, quand on est artiste, il y a toujours ce truc qui revient, que moi j'ai encore maintenant. Je vais en soirée, on me dit alors c'est quoi ton métier ? Je dis je suis illustratrice. On me dit bon, déjà la plupart des gens ne savent pas forcément ce que c'est illustratrice. On te dit c'est comme une sorte de graphiste. Oui, c'est ça en fait, plus ou moins, sauf qu'on va vers un univers qui est un peu différent. Et les gens te répondent toujours oui, mais sinon ton vrai métier, qu'est-ce que c'est ? Alors il y a toujours ce moment un peu fun où moi j'en joue en fait maintenant parce que ça me fait marrer quoi. T'es pas trop pris au sérieux. Alors c'est vrai que quand tu parles du festival de la BD d'Angoulême, c'est quelque chose qui est très connu maintenant, même les gens qui sont pas dans le milieu de l'art, tu vois. Ouais. Et du coup, ça pèse un peu dans la balance. T'as tout de suite un peu plus de crédibilité sur ce que tu fais, en fait. Ouais. Ça, c'est cool. Ouais, c'est chouette. Oui, c'est chouette. J'ai eu de la chance de pouvoir faire ça. Et j'ai surtout de la chance que l'école, en fait, nous permette de faire ça, parce que sans ça, je suis pas sûre que j'aurais tenté le coup. Ouais. Le style que tu avais dans l'école, c'est le même style que tu avais... En fait, si tu veux, l'univers que j'ai, donc l'univers végétal... Les oiseaux, c'est quelque chose que j'ai depuis toujours. En fait, la nature, c'est toujours quelque chose qui m'a inspirée. Après, l'école t'aide à développer différentes techniques. Et ensuite, tu trouves ton univers. Je crois que ce qu'il y a de plus difficile dans notre métier, c'est de trouver son univers. Et que les gens te reconnaissent grâce à ça, tu vois. Les gens commencent à reconnaître mon travail. Et c'est là où c'est cool pour moi, tu vois. Et où je me dis, ok, ça avance. Et par rapport à ton parcours, du coup, j'ai vu que là, actuellement, on est à Biarritz. Oui.
À la Factoria. Oui. Et tu peux m'en parler un petit peu de ce que tu fais ici ? Alors la Factoria, donc, c'est un concept store qui a été monté par 2 femmes, Sophie et Virginie. Elles ont monté le projet il y a 2 ans. Ok. Donc on est dans une Super espèce endroit. de loft, on va dire, où on propose en fait différents pôles d'activité. Donc tu vas avoir la poterie Ouais. avec Thierry et Katina qui proposent de découvrir en fait la poterie sur tour, le modelage et l'émaillage. Toute la semaine, il y a des cours, adultes, enfants. Ensuite, tu as le pôle couture avec Cécile, qui elle va t'aider à concevoir en fait tes projets. Elle prend uniquement les adultes. Et ensuite, tu as le pôle donc art plastique qui est avec moi. Et moi, je prends que les enfants uniquement. Et là, je leur fais faire. On va faire de la BD, on va faire de l'illustration, on va faire aussi du collage, on va faire du street art. C'est plus moi qui m'adapte en fait aux enfants. Et les cours, ça va à partir de 5 ans, 6 ans, jusqu'à la dernière phase de l'adolescence, on va dire, des jeunes adultes. Tout le monde est mélangé, donc c'est des groupes qui sont assez diversifiés. Ouais. Je fais une précision parce qu'on ne le voit pas au podcast, mais dès qu'elle apparaît des enfants et de tout ça, le visage de Mach est illuminé. Oui. Et du coup, je suis très fière de mes élèves surtout. Parce que j'ai des élèves cette année, j'ai 21 élèves et qui sont hyper doués. On ne le voit pas là ici, mais dans la pièce juste à côté, il y a des tableaux exposés de mes petits. Et c'est vrai que je suis très très fière de mes élèves et de parler de notre activité. Ouais. Puis en plus, je crois que j'ai pu voir ça sur ton Instagram. On peut voir que des fois, j'ai vu pour la fête des mères, il y avait eu des réalisations faites par les... Alors, la fête des mères et la fête des pères, c'est un sujet qui est un peu sensible. Il est évident que les enfants ont envie de faire des projets pour leur papa et leur maman, en particulier pour ces fêtes-là. Là, pour la fête des mères, on a réalisé tous ensemble des cartes et ils étaient hyper contents de faire ça. Je crois que les parents surtout étaient hyper contents parce que maintenant dans les écoles, les profs sont un peu comme moi, tu vois, ils savent plus trop comment se positionner. C'est un sujet touch et je pensais pas du tout que c'était... Si, c'est devenu un peu compliqué. C'est vrai que maintenant on a beaucoup de familles de parents séparés. Bon là tu vois, j'ai des élèves qui m'ont dit bah ouais mais moi par exemple il y a la fête des pères qui approche bientôt, tu vois, mois de juin, prochain projet. Et j'ai des élèves qui me font bah ouais mais moi tu vois j'ai un beau-père alors je sais pas trop est-ce qu'il faut que je fasse, tu vois. Faudra en faire limite 2 en fait à chaque fois. Voilà c'est ça. Donc moi je fais partie d'une famille recomposée. D'accord. Donc je parle de mon expérience aux enfants aussi dans les familles recomposées. C'est quand même très riche. Il faut pas voir ça comme quelque chose de négatif. Chacun apporte différemment. Donc du coup, je fais les projets avec eux et puis on s'adapte en fait à chaque situation. Après, les enfants s'adaptent beaucoup mieux que les adultes. Hein. C'est beaucoup plus facile. Oui, parce qu'il n'y a pas tout la fin. Il y a de l'affect, mais il n'y a pas tout ce qui est sous-entendu derrière. C'est ça. Un enfant, et c'est pour ça aussi que moi j'adore donner des cours aux enfants, c'est que c'est sans filtre. C'est-à-dire que quand un matin j'arrive un peu fatiguée au cours du samedi matin, ils vont absolument pas se gêner pour me dire « Mais attends, t'as l'air très fatiguée aujourd'hui ou t'as un peu une sale tête, tu vois. » Ils me le disent sans filtre, comme ça, et ça passe, tu vois. Et en fait, je vais pas me vexer et je vais pas avoir la susceptibilité que je peux avoir avec un adulte, tu vois. Si un de mes amis me dit que j'ai une sale tête aujourd'hui, peut-être que je vais avoir un moment, tu sais, où je vais me dire... Ah bah merde, il exagère, tu vois. Qu'il se prend, lui. Voilà. Alors que les enfants, moi, ça me fait marrer. Et puis je me dis, oui, c'est vrai, en fait, ils ont raison. En effet, aujourd'hui, j'ai vraiment une sale tête, tu vois. Donc, non, c'est super. Ouais, c'est top. Et du coup, là, si on a fait un petit peu le tour de ton parcours, est-ce que... Je vais te poser une question, du coup. Est-ce que tu t'éclates dans ton travail ? Je peux dire que je suis épanouie dans mon travail réellement depuis 1 an. Ça fait presque 3 ans que je suis installée ici, mais réellement depuis 1 an. Parce que quand tu es artiste, t'es souvent tout seul face à ton projet, à tes tableaux, tu vois. Et je suis désolée, en fait, on ne le voit pas dans le podcast, mais juste en face, il y a une vitre et il y a mes collègues qui sont en train de raconter, de me regarder, de faire n'importe quoi. Donc le métier d'illustrateur, illustratrice ou artiste, en fait, t'es souvent tout seul. Donc c'est un métier qui est très solitaire. Et moi, j'ai besoin, en fait, d'être avec du monde. Plus ça avance et plus je me rends compte qu'il faut cette interaction-là et aussi pour ton inspiration, tu vois.
Donc tu te nourris en fait de ce qui t'entoure, des gens que tu côtoies, tu vois. Outre le fait qu'ici on a un paysage incroyable, on est face à l'océan, il y a de la nature, etc. Moi je suis plus inspirée par ma vie privée, par les gens qui m'entourent, tu vois, par mes amis, par ma famille. Donc c'est vrai que je suis réellement épanouie depuis que je suis ici et que je donne des cours notamment aux petits. C'est un truc qui me nourrit vraiment. J'ai beau passer, tu vois, une matinée pourrie, quand le mardi soir j'arrive en cours et que j'ai les petits avec moi, tu vois, c'est incroyable. C'est une petite bulle d'oxygène. Ouais, vraiment. C'est vraiment ce qui me nourrit à l'heure actuelle, les cours avec les enfants. Ouais. Plus que mon travail perso, tu vois. D'accord. Ouais. Miam 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 miam. C'est une bonne transition sur l'inspiration, parce que c'était la deuxième partie du podcast, enfin, de l'interview. Donc du coup là on est dans la Factoria, ton deuxième atelier. Oui. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, il y a l'article qui est paru sur le site, le podcast legoûter.com, là où j'explique avec quelques photos aussi l'endroit où je travaille. Donc si vous ne l'avez pas lu, je vous renvoie vers le lien dans la description. Et du coup nous on continue sur l'univers. Donc tu as déjà un petit peu parlé des enfants, l'univers, le paysage. Je suis arrivé hier moi à Bidart. Et c'est vrai que quand on sort de l'autoroute et qu'on prend les Pyrénées comme ça dans la figure, et qu'après il y a tout l'océan, le golfe de Gascogne et tout, on se dit ah oui, c'est quand même pas mal ici. Et je pense que tu parlais de l'inspiration auprès des enfants, et ton art est quand même très nature, si on peut dire. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme, avec beaucoup d'animaux colorés, des feuilles, des plantes. Est-ce que du coup tu trouves ton inspiration en te baladant par ici? En fait, j'ai grandi avec des inspirations, tu vois, d'artistes qui sont assez connus. Si je te dis Frida Kahlo, le douanier Rousseau, aussi, oui. Voilà, c'est des artistes que ma grand-mère paternelle m'a fait découvrir. En fait, elle m'a emmenée voir, tout a commencé comme ça, elle m'a emmenée voir le film sur Frida Kahlo qui est sorti il y a quelques années. Et, il s'appelle comment ? Il s'appelle Frida. Frida, ok. Ouais, tout simplement. Et c'est un film qui m'avait... Alors c'était un film qui était en anglais, je sais pas quel âge j'avais à cette époque-là, mais c'était il y a vraiment de nombreuses années. J'avais vu ce film et ça m'avait énormément marqué. Déjà parce qu'elle a une vie quand même qui est assez atypique. Et son travail m'avait... je l'avais pris vraiment en pleine figure, tu vois, à la petite hauteur où j'étais à ce moment-là. Jusqu'au jour où en cours, en fait, on m'a parlé de cet artiste-là et je me suis dit, mais je connais en fait ce travail-là, tu vois. J'avais déjà été dans ce milieu végétal depuis toute petite, tu vois, c'est quelque chose qui m'attire vraiment. Okay. Mes parents sont originaires de la Corrèze. Ok, oui, donc voilà, plein centre de la France, où entre nous, il n'y a pas grand-chose, mis à part des arbres et Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, j'embrasse très fort Jacques parce que je suis très fan de ce monsieur-là. Et c'est vrai que j'avais toujours été dans ce milieu-là, mais encore plus quand j'ai grandi, que j'ai commencé à vraiment étudier la vie de Frida Kahlo. C'est quelqu'un qui m'a énormément inspirée et j'admire son travail, ouais. Puis elle avait un petit singe, si je ne me trompe pas. Elle a un petit singe sur certains autoportraits. En fait, quand les gens connaissent pas vraiment sa vie, et quand je parle d'elle, on me dit ouais, mais elle faisait que des autoportraits, c'est quelqu'un de très narcissique, etc. En fait, cette femme a été alitée pendant très longtemps à cause de ses blessures. Oui, j'ai vu ça. Voilà. Et après, elle a traduit ses symptômes. Exactement. Dans la peinture. Ouais, exactement. Notamment sur le fait qu'elle pouvait pas avoir d'enfant. Elle en a beaucoup parlé. Enfin, elle l'a beaucoup exprimé picturalement. Et c'est vrai que je suis toujours restée dans cet univers-là. Je me vois pas forcément faire autre chose. C'est-à-dire que même si je réponds à des demandes clients, oui. Maintenant j'ai la chance que les gens fassent appel à moi pour cet univers-là. Bon, alors bien sûr il y a plein de choses à améliorer, hein, mais c'est vrai que j'essaye de travailler énormément pour me perfectionner, tu vois. Et les voyages aussi, ça aide pas mal quand même. Bah, justement, c'est une bonne transition. Là, je sais que tu vas partir à Tahiti bientôt. Ouais, je pars à Tahiti le 30 août. Et c'est pour le travail, c'est pour... Alors, je pars à Tahiti, ça va être pour travailler aussi, puisque je vais aller illustrer en fait
certains paysages. En fait, je vais arriver à Papeete, mais je vais directement à Moorea. Ok. Donc une petite île qui est juste à côté. J'ai un ami qui va aussi travailler là-bas au niveau de la musique. Donc on va essayer de mélanger les deux univers, en fait, le son et l'image, pour travailler un petit peu là-bas ensemble pendant 10 jours. Et ensuite, moi, je reste toute seule là-bas. Donc ça va être l'occasion pour moi de découvrir un peu... Il y a l'univers de la jungle là-bas qui est très présent. Mais tu as aussi en fait l'univers de l'océan, tu vois, que je connais beaucoup moins. Souvent, quand je suis arrivée ici, les gens m'ont dit mais dessine des poissons, dessine les fonds marins. Et c'est vrai que je connais pas, en fait. Ah, t'as besoin de voir les choses pour l'approprier, c'est ça? Je pense qu'il faut que je m'alimente de ces univers-là, un univers qui, moi, m'est pas trop connu. Moi, j'ai plus été à la campagne qu'à l'océan. Je découvre l'océan. Maintenant, j'y suis complètement addict, tu vois. Et puis, là, c'est le rêve ici. C'est la folie. Mais je passe pas une journée sans aller... Alors, ça fait très stéréotype, ce que je te dis, mais c'est très réel. Les gens qui vivent ici maintenant s'en rendent compte. Tu ne passes pas une journée sans aller voir l'océan, tu vois. Tu vas sans pour autant faire un check surf, tu vois. Mais le matin, tu vas, tu regardes la mer juste comme ça, tu prends le temps. Puis le son aussi, ça... C'est ça, c'est très apaisant. Moi, j'étais beaucoup plus stressée en vivant à Paris, tu vois, beaucoup plus angoissée. Et quand je suis arrivée ici, ça a été très différent. Et je me vois pas vivre ailleurs maintenant. Ouais, parce que c'est vrai que pour les gens qui ne savent pas où c'est Biarritz, c'est vraiment au sud-ouest de la France. Ouais, on est à la frontière espagnole. C'est ça. Et donc il y a la mer, enfin l'océan, la montagne, de la nature et puis de la bonne nourriture. Aussi, oui. On mange bien ici. Ah, j'en témoigne. En fait, c'est vrai qu'on a toujours cette expression « je vis là où tu pars en vacances ». Ouais. Mais c'est très réel, en fait. C'est que... Tu vois, même ma famille vient beaucoup plus me voir depuis que je suis ici qu'à Paris. Je me vois pas vivre ailleurs, réellement, maintenant. Je sais qu'ici, je suis chez moi, tu vois. T'es pas encore partie à Tahiti, donc ça. Ou alors, voilà, si un jour je pars, ce sera pour partir dans un endroit à l'étranger. Je suis partie au Sri Lanka en octobre l'année dernière, et c'est vrai que c'est un endroit où je me suis posé beaucoup de questions et où j'ai vraiment hésité à y retourner pour y vivre. Voilà. Ouais, et puis oui, c'est comme tu dis, tu te nourris de l'univers dans lequel tu vis. Exactement. Donc plus c'est beau, mieux c'est. C'est ça, et c'est surtout que la nature est très changeante, tu vois, donc elle nous apporte toujours, et peu importe les saisons, une richesse incroyable, tu vois, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau de la densité. Tu peux te nourrir en fait à tout moment de la nature, chose que tu peux pas forcément faire sur d'autres univers, tu vois. C'est vrai. Parce que du coup, moi, quand j'avais préparé un petit peu cette interview, j'avais vu qu'en fait, pour moi, ce qui ressortait de ton travail, c'était le voyage et le rêve, l'onirique. Et c'est vraiment, en fait, alors c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais quand je vois, là par exemple, ça s'appelle un saut de plat. Ouais, un saut de plat. Un peu ce que tu veux. Et donc il y a des toucans, sous les yeux j'ai des toucans, et limite j'entends, des sons un peu de nature et découverte, tu vois, genre j'adore cet endroit. Des endroit. bruits comme ça et tout. Je pourrais y passer des heures. Nature et découverte, pour moi, c'est un endroit merveilleux, tu vois. T'as de tout. T'as les odeurs, t'as les sons, t'as toujours le petit élément qui va faire que tu vas te poser des questions sur ce que c'est, sur ce que t'as envie de faire. Enfin, moi, à chaque fois que j'y vais, j'y passe beaucoup de temps. Mais c'est vrai que... En fait, je crois que souvent les gens me disent... disent de moi, même mon entourage me dit que je suis souvent un peu à l'ouest, tu vois. Et les gens voient toujours ça comme... c'est presque un peu un défaut. Ah oui ? Pourtant, artiste, généralement, c'est... Alors tu sais, les artistes, on a beaucoup de stéréotypes. C'est... En général, quand tu dis que t'es artiste, on te fait « Ah oui, d'accord, donc toi, t'es toujours un peu à l'ouest, dans ton monde et tout. » Mais en fait, c'est réel. On est des gens qui sont hypersensibles. Moi, ouvert, sur le... On est ouvert. Alors, moi, j'espère l'être assez. Je sais pas si c'est le cas de tout le monde. On n'est pas une... Souvent, les gens pensent qu'on est une race à part, tu sais. C'est peut-être un peu vrai, certaines fois, mais... moi j'adore être à l'ouest en fait. Alors ça me dessert dans ma vie de tous les jours parce que je suis pas quelqu'un de très organisé, j'écoute sans trop écouter, tu vois, mais je peux dire à l'heure actuelle que je suis passionnée par ce que je fais, tu vois. C'est le principal. Et je crois que c'est ça qui fait que ça marche. Ouais, tu disais le cliché sur les artistes. Moi je sais par exemple, alors je me considère pas comme artiste, artisan du beau je préfère, c'est plus joli. Ouais.
des détails en fait, des couleurs ou des... Il y a un truc qui a bougé, tu vois, genre je repère ce genre de choses. Et je sais que dans l'interview précédente, c'était Léa, elle, c'était tout ce qui était rose. Elle voyait à des kilomètres, dès qu'il y avait dans un magasin, dans une ville, une petite touche de rose, c'était Ouais. Donc c'est vrai qu'on a chacun nos particularités qui font que... Mais il y a des trucs comme ça qui te font vibrer, tu vois. Un exemple concret de ce qui s'est passé ce matin. Avant qu'on se retrouve, je suis allée à Coche-Taldea, à Anglette. C'est un endroit qui surplombe en fait l'océan. Ok. Où tu peux prendre un café, tu vois. Donc j'étais avec mon amoureux et des amis et t'avais des moineaux qui étaient là pour essayer d'attraper les petites miettes, tu vois, qu'on laissait en fait de notre petit-déj, tu vois. Et moi, c'est un truc, je pourrais observer ça pendant des heures. Donc c'est-à-dire qu'ils avaient une conversation. D'ailleurs, je m'excuse parce que je n'écoutais absolument pas ce qu'on me racontait. Je passe pour quelqu'un d'assez insociable dans ces cas-là. Mais j'étais plus passionnée par ces quatre moineaux qui étaient là en train de ramasser tout ce qu'ils pouvaient que forcément par ce qui m'entourait, tu vois. Et c'est là où souvent on me dit t'écoutes pas en fait, t'es un peu à l'ouest. Mais j'assume maintenant cette partie-là de moi, tu vois. Tant mieux. Mais là, je t'écoute aujourd'hui. Je t'écoute et je parle. C'est nous qui t'écoutons aujourd'hui. Ah oui. Et à moins que tu aies autre chose à dire sur ton inspiration univers, on va peut-être passer sur la partie technique. Ouais. Miam 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 miam. Du coup, question bête, hein, mais comment tu travailles ? Alors, comment je travaille ? Moi, je travaille d'une façon assez particulière depuis que je vis ici, en fait. Quand tu es à l'école, on t'apprend différentes techniques. Okay. Après, quand tu trouves ton univers, c'est à toi maintenant de déceler ce que tu as envie de faire. Je peux dire que je suis une touche à tout, ouais. Que je touche tous les médiums qui existent. Maintenant, j'ai certaines particularités. Je me sers beaucoup du Critérium, un outil qui est assez basique. D'accord. En fait, avec différentes mines. Un Critérium de base de bureau, c'est du 0,7 mm ou 0,5 mm. D'accord. Moi, je travaille plus au 0,2 et 0,3. Donc plus petit. Voilà, c'est okay. des choses qui sont assez fines. Je travaille beaucoup au Staedtler depuis quelques temps, donc c'est des petits stylos noirs. Pareil, je travaille au 0,05, au 0,1 et au 0,2 mm essentiellement. Ok. Et sinon, au Posca et à l'acrylique. Et tous ces médiums-là, je les utilise de la même manière, c'est-à-dire que je travaille en écriture automatique. Donc l'écriture automatique, tu fais pas de croquis avant. Okay. Donc tu pars d'une base, donc ça peut être du bois, du papier, peu importe le support, et tu dessines directement. Ok. Donc je fais aucun croquis sur aucun dessin. Et après, j'ai juste à voir si ça marche à la fin ou si ça marche pas. Et chaque dessin, tu vois, quand je travaille au Staedtler par exemple, sur les formats, on va dire sur du A3, si je prends un format basique, je peux passer entre 80 heures et presque 200 heures de dessin. En continu ou avec des hachures de... Non, avec des hachures. Je vais dessiner quand mon emploi du temps me le permet. Je peux dessiner 7-8 heures d'affilée. J'aime beaucoup travailler la nuit. Okay. Donc ça m'arrive, tu vois, d'aller prendre un verre avec des copains sur la place de Bidart et de rentrer à minuit, travailler jusqu'à 4-5 heures du matin. D'accord. J'aime beaucoup travailler la nuit parce que c'est un moment où c'est très calme. Oui. Donc j'aime beaucoup les lumières de la nuit, parce qu'il y a des lumières la nuit, contrairement à ce qu'on pense. Et c'est un moment que j'apprécie. Le petit matin, c'est vraiment... tu vois, quand je travaille jusqu'à 5h30, 6h et que le soleil se lève, je crois que c'est le moment que je préfère de la journée. Ouais. C'est assez incroyable. Ah ouais, mais tu dors plus ? Si je dors. Je suis pas une grosse dormeuse en réalité. Plus les années passent et plus j'ai besoin de dormir. Mais depuis que je suis petite, ma mère me raconte souvent que quand j'avais 5-6 ans, on avait la chance d'avoir un très grand appartement. Et je faisais du vélo dans ma chambre la nuit. Et elle me disait que c'était insupportable pour nous parce que tu nous empêchais de dormir. Mais c'est vrai que j'ai jamais été une grosse dormeuse, ouais. Assez hyperactive en fait, je me rends compte. Ah, c'est original, faire du vélo dans un appartement, c'est... Oui, j'avais une très grande chambre. J'avais la chance d'avoir une très grande chambre. Je remercie mes parents d'ailleurs pour ça. Du coup, pour continuer là-dessus, quand tu me parlais de ton travail au Critérium et au Staedtler, c'est ça ? Oui. Ça fait penser à un artiste, je pense qu'il travaille un peu pareil en écriture automatique. Je sais pas si tu vois Kirby Rosanes.
et il fait des dessins de fou. Et il fait par exemple tout ce qui est des animaux qui sortent de géodes avec des dessins comme ça. Ouais, je visualise maintenant que tu où m'en il parles. fait des carnets, pareil, je pense, il doit démarrer d'un point et il remplit Et toute la page. il Enfin, remonte, ouais. Alors, j'ai un gros souci de mémoire au niveau des noms. ouais, moi aussi. Mais je te montrerai, enfin, je mettrai dans C'est le... plus quand je regarde, tu vois, que je visualise le travail, que je reconnais les artistes. Et en fait, c'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes qui travaillent comme ça, maintenant. En automatique. Ouais. C'est cool. En fait, c'est quand tu as pas peur de... tu sais, quand tu es artiste, là, je le vois par rapport à mes élèves, notamment, tu vois, ils ont le souci de faire du beau, tu vois. Oui. Et quand tu as plus ce souci-là, et que tu te dis, on verra bien ce qui sort, et ben, je crois que tu peux te permettre de travailler comme ça, en écriture automatique. Et du coup, comment tu sais que ce que tu fais est fini? Parce que ça peut continuer... C'est jamais fini, en fait. C'est jamais fini, tu vois, il y a des dessins... Alors, j'ai beaucoup de mal à aimer ce que je fais. C'est-à-dire que j'apprécie mon travail, tu vois, j'apprécie le faire, mais j'ai beaucoup de mal à regarder après ce que je fais. Ok. Il y a des dessins parfois que je vois où après je me dis mais c'est pas possible en fait, je peux plus le voir ce truc. Enfin, tu vois, c'est une catastrophe. Je pense que rien n'est jamais fini parce que nous on peut faire ça. J'ai la chance de vivre de ça, tu vois, donc c'est un truc que je peux faire constamment. Donc je pense que c'est jamais réellement fini en fait. Est-ce que du coup, alors je sais pas trop comment l'exprimer, mais est-ce que le vide c'est ton ennemi? Est-ce que tu as besoin de remplir, ou tu pourrais par exemple faire juste un dessin et t'arrêter là? Je suis pas trop minimaliste moi. Je sais pas si t'as remarqué, mais c'est vrai que dans mes dessins on a beaucoup de... C'est très fourni, tu vois. Bah là je vois, il y a pas de... Enfin si, il y a du blanc, mais il n'y a pas d'espace blanc. Ouais, non, j'aurais un peu de mal. J'ai le souci de la page blanche, hein, comme les écrivains, donc c'est-à-dire que ça m'arrive parfois, tu vois, de rester devant une page blanche et de pas pouvoir la remplir. C'est des périodes qui pour moi sont très difficiles. Il y a des périodes où j'ai pas d'inspiration, où il n'y a Ok. rien qui se passe. Tant mieux. Et alors c'est bien parce que c'est un moment où tu te remets beaucoup en question, mais c'est un moment qui est très douloureux aussi. C'est comme une phase un peu, je dirais pas de dépression parce que le mot est assez fort, tu vois, mais je le vis un peu comme ça. En fait, c'est des moments où c'est dur parce que moi c'est ce qui me fait vivre, tu vois. Ce que je fais c'est vraiment ce qui me fait vivre. Donc quand j'ai des périodes comme ça où j'y arrive pas, c'est dur, tu vois, de pas y arriver. Mais c'est nécessaire, après ça reparle. En fait, c'est des cycles, tu sais, c'est comme... Comme la mer. J'ai envie de faire une analogie sur l'océan, genre s'il y a la marée haute où t'as plein d'idées, Ouais. et puis la marée basse où bah là du coup C'est beaucoup plus t'attends calme. que ça revienne. Et c'est un peu comme... tu sais, nous, on travaille... tous les artistes, on travaille beaucoup en cycle. C'est comme si tu prends un artiste très connu, je vais prendre l'exemple de Picasso, mais il y a de la période bleue, il y a eu la période où il faisait vraiment des esquisses assez minimalistes, etc. Nous, c'est pareil, tu vois. Enfin, moi, c'est pareil. Il y a des périodes où je vais faire beaucoup de couleurs. On peut le suivre sur mon Instagram. Hein. On le voit assez vite au niveau des photos. Il y a des périodes où je vais faire que du noir et blanc. Et puis après, je vais en avoir marre, alors je vais faire autre chose. C'est vraiment des cycles, en fait. Et qu'est-ce qui fait décliquer, entre guillemets, entre chaque cycle? Il y a un truc, t'as vu une expo, une photo, et tu te dis, ah tiens, je vais faire un petit... Une expo, ça va être la musique que j'écoute, ça va être les gens qui m'entourent, ça va être la période... En fait, c'est très lié à ma vie privée, tu vois. C'est-à-dire que... Il faut se nourrir. Exactement. Moi, à l'heure actuelle, ce qui me nourrit, c'est ma famille, en priorité. Mes amis, mon amoureux, tu vois. C'est des gens qui m'entourent, en fait, qui me font travailler. Et c'est eux que je remercie à chaque fois, tu vois. Parce que l'école, c'est bien. On t'apprend la technique, etc., tu vois. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance de faire une très bonne école et d'être très bien entourée. Et notamment par ma promo, et notamment par les profs qui intervenaient. Mais c'est surtout les gens de mon entourage, tu vois. C'est grâce à eux que j'en suis là, en fait. Parce que je sais que moi, j'ai pas du tout fait d'école d'art ou des choses comme ça. Ouais. Il y a peut-être des personnes qui écoutent le podcast pardon, c'est la même chose, et qui voudraient se lancer dans le milieu artistique. Ouais. En fait, si on t'écoute, l'école sert pas à rien, mais ce qui L'école, compte vraiment, c'est c'est la nécessaire. pratique. En fait, l'école, c'est nécessaire si tu veux apprendre différentes techniques. Bien sûr que c'est nécessaire parce qu'ils vont te pousser dans tes retranchements, ils vont te dire, bah non, là, c'est mauvais, tu vois, il faut que tu ailles ailleurs. Donc, les écoles d'art, c'est nécessaire, oui, mais je suis pas sûre que ce soit ça qui te fasse devenir un artiste. Alors, artiste, moi, je me Ouais, c'est un considère grand pas mot, comme ouais. une artiste, vraiment pas. Je suis juste quelqu'un qui vit de sa passion, tu vois.
qui essaye de transmettre des choses. Mais je peux pas dire que ce soit grâce à l'école que j'en suis là. Ça m'a servi, bien évidemment. Mais, et t'aurais pu te lancer sans être passé par une école ? Je suis pas sûre. Tu sais, se lancer, moi réellement, je me suis lancée que depuis 1 an. Avant, je faisais des petits boulots à droite à gauche pour essayer de continuer à faire ce métier-là. Mais j'avais peur, tu vois. J'ai toujours peur, hein, en vrai. J'ai toujours peur, tu vois, mais c'est mes amis et ma famille qui m'ont poussée. Et je regrette pas du tout les choix que j'ai faits, tu vois. Mais c'est vraiment grâce à eux. Ça, c'est le plus important. C'est grâce à eux, un petit peu grâce à moi aussi, parce que il a fallu que j'y aille, tu vois. C'est un peu comme tu pars un peu à la guerre, quoi. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas sur qui tu vas tomber. Le milieu artistique, c'est quand même un monde qui est difficile, tu vois. T'as beaucoup de concurrence, Ouais. Il faut te faire ta place. Moi, que... je fais pas trop de bruit, tu vois. Je fais mon petit train-train, quoi. Bah, c'est ce on en avait parlé au téléphone, de la communication. Comment est-ce qu'on fait et tout, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est difficile, parce que moi, j'ai pas forcément la fibre commerciale, j'ai pas forcément les outils marketing. Instagram, on m'en parle souvent, tu vois. J'ai mes amis qui se moquent de moi, hein. Ils vont se reconnaître quand ils vont entendre le podcast, parce que mes amis se moquent de moi et ils m'appellent l'influenceuse parfois, parce que je parle à ma caméra, parce que je me prends en photo et tout ça. C'est pas forcément quelque chose que j'aime faire, c'est quelque chose qui se retranscrit. Moi, souvent, mes amis me disent « Ouais, mais tu vois, t'es à l'aise, c'est cool, tu te prends en photo, t'aimes bien ça. » J'aime pas forcément ça. Okay. Mais les gens ont besoin de voir qui tu es. Ils ont besoin d'avoir une représentation pour savoir qui est derrière le compte Instagram. Exactement. En fait, c'est vrai que tu peux poster que des dessins. Il y a des artistes qui arrivent à le faire, tu vois. C'est très dur. En fait, tu peux mettre que des dessins de toi sans montrer qui tu es. Regarde les Daft Punk. Oui. C'est une mythologie, il y a un truc. Exactement, il y a toujours ce côté un peu mystérieux qui va attirer le public, tu vois, qui va attirer les gens. Instagram à l'heure actuelle, c'est quelque chose où c'est que lié à l'image, donc t'aimes bien aller voir. Moi, je suis la première à aller voir des comptes de nanas où je vais voir un peu ce qu'elles font, où je regarde un petit peu la dernière photo. Bien sûr, tout le monde le fait, tu vois. Il faut pas dénigrer Instagram, ou il faut pas dire ouais, celui-là, il met des photos de lui. Non, Instagram à l'heure actuelle, moi, c'est ce qui me permet de faire ce que j'aime. C'est ce qui me fait vivre. Donc, merci à celui qui a inventé Instagram, tu vois, vraiment, parce que c'est super. Et puis, finalement, moi, je trouve ça assez marrant de laisser les gens rentrer dans mon intimité artistique, j'entends. Oui. Quand je mets des petites vidéos, tu sais, en accéléré, où on me voit travailler. Ça, c'est cool. Les gens aiment bien, tu vois. Souvent, mes amis me disent ça, c'est cool, tu vois, de devoir faire et tout, parce que tu triches pas, en fait. J'estime que les gens qui, par chance, m'achètent des tableaux, ils ont le droit de savoir tout ça. Ils ont le droit de voir. Ils ont le droit de voir quand ça va, ils ont le droit de voir quand ça va pas. Ils ont le droit de voir comment je travaille, ils ont le droit de voir que j'y passe des heures, que parfois je m'arrête pour boire un café, pour fumer une clope. Il faut pas tricher, en fait. Ouais, bah ce podcast, c'est un peu le même état d'esprit que j'ai derrière, c'est d'aller dans le background des artistes, justement, je rencontre, et faire découvrir plus en profondeur. Souvent, il y a des articles écrits, et on n'a pas la voix, c'est hyper important, je trouve, comme vecteur, la voix, la façon de s'exprimer, les éclats de rire, on les entend pas sur un article. Exactement. Et puis, tu sais, sur les articles écrits, tu vas répondre à des questions, mais c'est tourné un peu d'une façon à ce que ce soit joli. Ah oui, réécrit, tu veux dire ? À ce que ça fasse rêver un peu, tu sais. Il faut savoir. Alors que quand tu enregistres, et c'est pour ça que moi j'ai accepté de faire ce projet avec toi aussi, c'est parce que tu peux pas tricher, tu vois. C'est-à-dire que toi, tu vas faire ton montage, après tu vas couper. Ouais, je peux couper des mots. Exactement. Et tout, ouais. Mais tu es en face de quelqu'un de réel, tu vois. Oui. Moi, ça m'est arrivé de répondre à des interviews au téléphone, et puis l'article sort. Alors c'est super, c'est génial, tu vois. Moi, je remercie à chaque fois qu'on me laisse la chance d'apparaître dans des écrits. Mais c'est vrai que là, c'est différent. On est deux humains, tu vois, et on se rencontre. Ouais, j'ai fait les 5 heures de route pour venir te voir. Et je t'en remercie. Et en plus, tu as ramené un tiramisu que je guette depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'ils sont là-bas ? Ouais. Ils sont au soleil un petit peu, on va pas tarder à les manger. Alors on n'a pas une super isolation en plus dans cet endroit, il faut le savoir. Miam 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 miam. Du coup, avant de passer au tiramisu, on arrive dans les projets.
Alors j'ai vu un projet, moi, c'était Nidé. Nidé, c'est une marque de co-création de cosmétiques. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, les marques créent des produits cosmétiques. Ils font, si tu veux, ils font des études de marché, tu vois, sur les problèmes généraux, on va dire, et ils créent leurs produits. La différence, c'est que cette marque-là, elle va faire appel à des personnes lambda, en fait, pas forcément des artistes. Ils font appel à nous et ensuite, toi, tu proposes un projet. Donc, tu proposes ton projet, soit par rapport à une problématique qui t'est directement liée, soit autre chose. Et ensuite, cette marque-là, ils vont se rassembler, leur petite équipe ensemble, et ils vont choisir si ils peuvent sortir le projet. D'accord. La première étape, c'est ça, sélection de projet. La deuxième étape, c'est le projet sort en ligne. Donc toi, tu reçois de ton côté des échantillons. D'accord. Avec le labo en fait qui travaille dessus, et puis tu dis tiens, je préfère peut-être ça ou peut-être ça. Ça peut être l'odeur, la texture, enfin tu vois. C'est cool ça. Ouais, c'est super. C'est vraiment incroyable. Moi, c'est la première fois que je fais ça et je trouve ça super. Et ensuite, tu as l'étape des votes. Donc tu as un délai. D'accord. Qui est de je ne sais plus combien de jours, 90 jours je crois, et tu dois récolter 2000 votes. Si tu as ces 2000 votes, donc tu peux voter directement en ligne, si tu as ces 2000 votes, ton projet voit le jour, donc il part au labo et ton projet ensuite est commercialisé. Là, moi, mon projet, c'est une réelle problématique, c'est que je travaille avec mes mains. Je mets pas forcément de gants, etc. pour travailler. Donc par exemple, quand je fais de la custom de surf, je travaille avec des produits qui sont assez toxiques. Donc j'ai les mains qui sont très abîmées, j'ai les mains souvent pleines de peinture. Là, aujourd'hui, j'ai fait un effort, tu vois, en me lavant les mains, mais j'ai toujours, en général, les mains un peu bousillées. Donc c'est vrai qu'il faut que je les hydrate, que je les nourrisse avec des crèmes. Tous les produits que tu vas tester dans le commerce à l'heure actuelle, moi, c'est des produits qui répondaient pas forcément à mes besoins parce que y a des crèmes qui sont très bien, mais comme je dois travailler longtemps, j'ai pas forcément le temps de faire une pause pendant 20 minutes à attendre que la crème sèche, etc. Donc parfois j'avais des dessins qui étaient tachés parce que la crème était trop grasse. Donc c'est vrai qu'il fallait que je recommence, tu vois. Là, le projet que j'ai, c'est vraiment de faire une crème pour les mains. Alors une crème pour les mains, ça fait pas rêver tout le monde, tu vois. Mais c'est une crème qui serait assez légère, qui prend pas de temps pour sécher et surtout qui tâche pas. Et l'essentiel pour moi, et c'est pour ça que je travaille avec eux, c'est que c'est des produits qui sont faits essentiellement avec des fleurs. Donc ça répond, exactement. Donc ça répond assez bien aussi à mon univers, tu vois. Quand les filles m'ont présenté le projet, elles m'ont dit oui, nous on travaille avec des fleurs, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai découvert d'ailleurs grâce à elle une petite fleur qui s'appelle la guimauve, qui est une petite fleur violette que je connaissais pas. Qui se mange aussi ? Je sais pas si elle se mange, il faudrait que je vérifie. Mais c'est certainement cette fleur-là avec laquelle j'aimerais que mon produit soit fait. Ok. Ouais. Moi j'ai voté pour toi. Merci. Il faut pas hésiter, hein. Il me reste encore un petit peu de temps, je crois que je suis à 850 votes, 2000 votes c'est très dur à avoir. Là encore je remercie mes amis et ma famille parce qu'ils m'ont énormément soutenue dans ce projet là, mais c'est vrai qu'il faut pas hésiter à aller voter pour moi si vous trouvez le projet intéressant, et il y en a plein d'autres qui sont hyper intéressants. C'est ce que j'allais dire, parce que je sais, le podcast sortira en juillet, là on est fin mai si j'ai pas de bêtises, enfin le dernier jour de mai. Donc s'il y a d'autres produits qui sont sur le site, allez-y. Je pense que mon projet, moi, sera terminé. Mais il y a d'autres projets qui sont hyper intéressants. Il y a des produits pour les cheveux, il y a des produits pour le visage, il y a plein de choses. Hein. Et c'est pas que pour les filles. Ok. Faut pas hésiter à le préciser aussi. Le message est passé. Merci. Et je voulais juste revenir sur les projets. En fait, c'est plus en termes de technique. Je pensais par exemple c'est par là où je t'ai découvert. Je faisais une recherche sur Instagram de skate art, choses comme ça, et je suis tombé sur des planches de surf illustrées par toi, et je me suis intéressé à toi par rapport à ces publications-là, et j'aimerais savoir quelles sont les étapes en fait, parce que la première chose je me dis, mais attends, mais si elle met je sais pas ce que tu disais sur les skates, je me dis, mais attends, ça doit couler dans l'océan, je sais pas, il y a des trucs et tout, donc ça m'intéresse de savoir comment est-ce que tu fais pour faire ça. En fait, moi j'ai découvert le milieu du surf en arrivant ici. J'avais jamais travaillé sur des surfs avant il y a 1 an. Okay.
En fait, j'ai rencontré un shaper d'ici qui s'appelle Nicolas Delors, qui est ND Surf, les gens le connaissent plus sous ce pseudo-là. C'est un shaper de Bidart qui m'a proposé une collaboration. Un shepherd, c'est... Un shaper, c'est quelqu'un qui fabrique des planches de surf. Ok. Voilà. C'est vrai que moi, ça me semble logique, mais ça l'est pas forcément pour tout le monde. Un shaper, c'est quelqu'un qui fabrique des planches de surf. Il y a beaucoup de shapers ici. Oui. Nicolas est installé depuis 10 ans. Il travaille à Bidart, ça s'appelle Surf Doctor, son atelier. Il est souvent connu sous ce nom-là. Et donc, Nico m'a proposé de faire une collaboration. On s'est rencontrés en fait à une soirée Factoria qui s'appelle Surf and Art. On a fait 2 volumes ici. D'accord. Donc, on invite les shapers de la région à venir présenter une board. Voilà, donc c'est un rendez-vous qui est assez attendu et qui propose en fait de voir les différents styles des shapers parce que chacun a sa technique, chacun a son style, chacun a sorti des modèles un peu différents, Okay. tu vois. Parce que moi, je suis un profane totalement dans le surf. Pour Ouais. moi, il y a un seul modèle de planche, et non, en fait, il y a plusieurs... Non, il y en a plusieurs. Ça va dépendre de ta taille, de ton poids, de ce que tu surfes, des vagues que tu veux surfer, tu vois, c'est très différent. Par exemple, moi, je vais plutôt être sur du longboard, donc c'est des planches qui sont très très grandes, tu vois, alors que mes potes qui surfent bien surfent des twins, des fish, tu vois, c'est des petites planches. Ils font Parlementia. Parlementia, ils font Parlementia, ouais. Moi, je fais pas parle, j'ai trop peur. Je suis pas assez forte. Moi, je débute dans le surf. Je vais pas à parle, mais les surfeurs d'ici vont à parle, ouais. Et pour ceux qui écoutent, c'est quoi Parlementia? Alors, Parlementia, c'est une vague ici qui se trouve entre Bidart et Guétari. Je dirais pas que c'est réservé aux surfeurs pros parce que tout le monde peut y aller. Mais moi j'ai trop peur. Ouais, encore. c'est ça, parce que j'ai vu des vidéos et je crois que tous les ans il y a un championnat, quelque chose comme Ouais. ça, sur des meilleurs surfeurs du monde sur cette vague-là. Ouais, Ouais, moi j'irais pas. c'est une très belle vague. C'est une très belle vague, mais je suis pas encore assez courageuse pour y aller. Ah, et puis il faut en sortir en fait, c'est ça. C'est ça. Ouais, aussi. Donc la mer, c'est un élément qui est incontrôlable, tu sais. Donc les gens d'ici, qui sont d'ici, ils vont à l'eau depuis qu'ils sont 3-4 ans, ils ont peur de rien, tu vois. Moi, j'en suis pas là. Moi, j'ai encore un peu peur. J'y vais piano, quoi. Ouais, c'est ce qu'il faut. Donc j'ai découvert en fait le milieu du surf grâce à lui. Et on a fait une première collaboration. D'ailleurs, cette planche-là est encore visible à la Galerie d'Art de Guétari. Elle est D'accord. exposée en ce moment avec d'autres planches de Nicolas. Donc cette planche, on l'a fait, en fait, la première étape, Nicolas a fait le shape de la planche. Ensuite, il a fait une résine teintée, donc ça va être la couleur, tu vois, qui va être sur la board, Ok, le fond, en fait. Ensuite, il la ponce pour ok. que je puisse travailler et que ça accroche. Il m'a donné la planche. J'ai fait pareil en écriture automatique, Ok. avec des Posca et de l'acrylique. Tu pars du bas ou tu t'en fiches et tu commences là où tu... Là, si je dis pas de bêtises, je suis partie du bas pour aller vers le haut, Ok, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Mais je crois qu'il y a la vidéo sur mon Instagram d'accord. de cette production-là. Je suis pas sûre, mais je crois, il faudrait que j'aille vérifier. Donc j'ai fait ensuite tout le décor. Donc c'était brut, tu vois. On sentait la matière. Si tu passais ta main, tu sentais la peinture, tu sentais le Posca. J'ai ramené cette planche à l'atelier de Nico. Et ensuite, Nico a fait ce qu'on appelle le glaçage. Donc lui, il va amener une couche de résine D'accord. qui va glacer la planche et qui va permettre Elle bougera plus. voilà, ça bougera plus. Et ensuite, tu peux aller à l'eau avec sans problème. Ok, C'est comme une phase de protection, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça va devenir tout dur. Lui, ensuite, il ponce, il polish. Enfin, bon, il fait tout le travail de shaper. Mais en tout cas, c'est comme si c'était un gros vernis qui bougeait jamais. Tu peux balancer de l'eau sur la planche, tu peux balancer ce que tu veux en fait dessus, de l'huile, n'importe quoi, ça bougera pas. et je pense à ça, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent sur ce podcast-là, qui habitent pas forcément sur la région, mais qui aimeraient avoir une planche customisée. Ils peuvent faire appel à toi, sans Bien forcément sûr. avoir un shaper derrière. Exactement. En fait, à l'heure actuelle, je travaille de la façon suivante. Soit les gens veulent une planche de décoration. Ouais. Moi, je trouve en fait des planches d'occasion. J'achète des planches d'occasion que je retape et ensuite je les décore. Ok, Ou alors, ils veulent une planche pour surfer et auquel cas, soit ils ont déjà des shapers parce qu'en général, tu sais vers qui tu vas. Soit moi, je leur en conseille de la région.
Je pense donc notamment t'as ND, t'as Panther Surfboard, t'as Mainvielle, t'as Terry. Il y a la Shaper House ici en fait qui propose aussi de faire des cours, donc ça veut dire que tu peux produire Ta propre planche. ta propre planche avec eux. On a notre voisin ici qui s'appelle Alex Sonis, qui est brésilien, qui travaille juste à côté de Factoria, qui propose aussi ce truc-là. Donc il y a tellement de shapers ici. Dans la région, ouais. Ouais, il y a des mecs tous les mecs ici sont très forts. T'as peu de filles dans le métier ici, dans la région. Ok. T'as Surfista, Surfboard Je mettrai tous les liens dans la description. Ouais, il faut pas hésiter à parler d'eux parce que vraiment, il faut parler de Surfista aussi parce que c'est une femme dans le métier et elle est courageuse quand même parce que c'est un milieu qui est assez masculin en fait finalement. Ok. Donc elle se démarque et elle bosse très bien. Ouais. Et j'ai vu ça aussi sur ton Instagram, c'est pas des planches de surf, je t'ai vu faire une guitare dernièrement. Ouais. Donc ça peut être des projets, n'importe quoi en fait. Exactement. En fait, moi, c'est vrai que les gens viennent me proposer des projets et si je peux y répondre, c'est avec grand plaisir. J'aime bien travailler sur différents supports. Okay. Là, j'ai fait 2 guitares, j'ai fait un piano. Un piano. Ouais, un piano en bois pour le groupe Linda Lies. C'est un groupe d'ici avec Alice, la chanteuse, qui a une voix extraordinaire, qui accompagnait des garçons. Et j'ai fait un piano pour Jérémy, pianiste du groupe, un gros piano en bois que j'ai retapé, qui est visible sur mon Instagram aussi. Ça a été un très gros projet et j'ai adoré le faire. Est-ce que c'est lourd comme un piano pour le... Ouais, j'ai travaillé directement chez lui. Ah oui. J'ai travaillé directement chez lui, pareil en écriture automatique. Ça a été très long et assez douloureux pour moi parce que c'est pas évident de peindre un piano. Et là, le prochain projet, c'est un food truck que je vais décorer pour une brésilienne, une amie d'Alex justement, qui s'appelle aussi Alex, qui va proposer de la nourriture brésilienne de chez elle. C'est incroyable. C'est cool. Ouais, je suis ravie de faire ce projet, vraiment. Donc ça peut être n'importe quoi comme support. Ça peut être n'importe quoi. Je peux tout faire. Je pars dans le Jura en juillet faire une fresque dans un atelier de yoga. Les projets sont très différents. Voilà. Et donc c'est principalement, du coup, tout à l'heure tu parlais de Critérium, là c'est du Posca et de la peinture. Exactement. Là, pour les projets qui arrivent, ça va être essentiellement de la couleur, donc je vais travailler essentiellement avec de la peinture et du Posca, ouais. Et de la bombe aussi. Je fais un peu de poche. Donc vraiment polyartiste, il y a de tous les médias. Ouais, c'est ça. En fait, t'apprends à devenir assez polyvalent et puis aussi pour te confronter à des choses que tu connais pas. Parce que si tu fais toujours quelque chose que tu sais faire, tu progresses pas. Il faut savoir un petit peu aller vers ce que tu sais pas faire. Ouais. Moi, des projets de fresques aussi grands, là, celle que je vais faire dans le Jura cet été, c'est un mur qui fait 4,50 m. Donc, c'est quelque chose que je connais pas et ça va être un énorme challenge pour moi. Est-ce que tu as tout ce qui est perspective à travailler aussi? Parce que tu vas travailler par rapport au Ouais, mur, mais il faut que tu... Exactement. C'est des projets qui sont difficiles, hein, mais c'est hyper enrichissant, tu vois. J'ai hâte, je suis hyper excitée de le faire, en fait, tu vois. Ah, c'est trop cool. Puis même là, ça fait intervenir d'autres corps de métier, j'imagine les échafaudages, des trucs comme ça, ou des grues, je sais pas comment tu vas faire ça. Mais... Là, c'est dans un mur qui va être à l'intérieur. Donc là, tu as une société qui travaille dessus actuellement, qui décore tout l'endroit. Donc tu bosses avec l'architecte et la décoratrice. Bon, là, j'ai la chance qu'ils me laissent carte blanche, encore une fois. Donc je vais me laisser inspirer par l'endroit. Je connais pas du tout le Jura, je suis jamais allée dans cet endroit-là. Des montagnes. Des vignobles. Je sais juste que j'ai 9 heures de route à faire et que c'est très très loin. mais je suis hyper contente d'y aller et de découvrir autre chose. Ouais, c'est cool. Bah là, si tu veux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger. Oui, j'ai trop faim. Trop cool. Du coup, là, on va faire une ellipse pour manger le tiramisu au spéculoos. Miam 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 miam. On sort du tiramisu. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était incroyable. Ça a un goût de trop peu quand même. Enfin, c'est très bien pour le Bikini Challenge, tu vois. Ah oui. Mais en effet, j'en aurais bien mangé encore un. Bah, ils ont 2 frères qui sont chez moi, mais je les ai pas amenés. Ah bah voilà, super. Ben, c'est incroyable, bravo. Délicieux. Merci. Bah, du coup, sur cette bonne note sucrée, est-ce que... on va rentrer dans la 5e partie, c'est la carte blanche. Donc toi, t'aimerais nous parler de quoi? Eh bien, j'aimerais vous parler de l'art-thérapie. L'art-thérapie, c'est... Alors, les gens ont découvert l'art-thérapie, je crois, il y a 1 ou 2 ans. Hachette avait sorti des livres de coloriage qui ont été appelés art-thérapie. Alors,
Je précise que l'art-thérapie, c'est pas du coloriage. Ok. Il y a des études à faire pour devenir art-thérapeute. Ça a été un phénomène qui a été assez à la mode. Tu sais, l'année dernière, tout le monde voulait être art-thérapeute, tout le monde voulait être prof de yoga, tu vois. Ouais, puis, et puis il y a plein de trucs qui sont sortis là, de Oui, de dessins et bien-être. tout. Ouais, voilà. Alors, le coloriage comme ça, les livres qui ont été faits sont des anti-stress, je dirais plus. Ça te permet, en fait, c'est simplement que ça te permet de te concentrer sur quelque chose et de lâcher prise. Ok. L'art-thérapie, on va quand même un peu plus loin. Quand tu deviens art-thérapeute, il y a une école à Tours d'ailleurs qui est très bien. Quand tu deviens art-thérapeute, tu es face à des patients qui ont des pathologies. Donc ça peut être des pathologies physiques, ça peut être des pathologies psychiques. Ok. Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait mon premier stage en psychiatrie adulte. Donc je me suis retrouvée face à des gens qui avaient l'âge de mes parents ou de mes grands-parents, qui souffraient de schizophrénie, de névrose, de psychose, qui avaient des hallucinations, qui étaient face à un traitement médical. Donc on se prétend pas art-thérapeute, tu vois. Ok. Il faut bien faire la distinction entre ce qui a été médiatisé et la réalité. L'art-thérapie, c'est... Alors l'art-thérapie, c'est quoi? Parce que souvent, les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Moi, la première, je ne savais pas. L'art-thérapie, ça va être... tu vas être une sorte de psychologue, sauf que tu vas proposer des ateliers d'expression. Donc ça peut être de la peinture, du modelage, du collage, du dessin. Je précise aussi qu'un art-thérapeute ne soigne pas. Moi, je ne soigne personne. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, je ne soigne personne. Par contre, je vais aider. Donc, je vais aider peut-être à des moments où la prise de recul, tu vas avoir du mal à l'avoir, tu vois. Tu ne vas pas être objectif. Ou je vais essayer d'apporter des clés à des gens qui vont en avoir besoin et d'aller vers ce chemin-là. Donc, bien sûr, je te parle de ça. Si, par exemple, moi, la patientèle, les patients que j'ai, ça peut être quelqu'un comme toi et moi qui il y a un petit moment dans ta vie où ça va bof, tu vois, ça peut être après une séparation, un divorce mal vécu. Ou... Un retour de bidard avec le soleil. Voilà, exactement, n'hésite pas. Donc là, je vais t'aider à t'exprimer et à exprimer ce que tu ressens. En fait, c'est beaucoup dans l'émotion et beaucoup dans les sentiments. Plutôt que des mots, du dessin. Exactement. Ok. J'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent j'ai pas envie de parler. Donc ok, exprime-toi, vas-y, lâche prise. Donc soit je donne des thèmes parce que je sais qu'il va falloir travailler là-dessus, soit la personne se lâche complètement. Après, il y a aussi, donc ça c'est des personnes où on va dire que c'est un peu plus facile. Le contact va être un peu plus facile. Là où ensuite tu travailles dans des structures, donc ça peut être des IME, des hôpitaux, etc., tu es face à des gens qui ont des difficultés un petit peu plus importantes. On peut travailler, moi je travaille essentiellement avec des enfants, notamment en autisme, des enfants autistes. Je me suis spécialisée en fait là-dedans. Pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve que les enfants autistes sont des enfants qui sont incroyables. C'est des enfants qui sont la plupart du temps surdoués, qui sont hyper sensibles. Ils sont pointus dans un domaine et du coup exactement, ils ont du mal. Qui sont très, très, très créatifs. Par contre, on va être sur un moment de concentration assez limité. Donc, il faut savoir en fait s'adapter. J'ai pas de protocole vraiment défini, mais en fait, c'est plus moi qui m'adapte à eux, en réalité. Là, en ce moment, je suis sur un projet avec un enfant autiste, un ado. On travaille sur un projet de peinture ensemble. Il a un projet bien précis, donc moi, je l'aide juste en fait à faire ce projet-là. Il y a une forme de cours, puisque tu transmets un savoir, mais ça va être sous forme thérapeutique. C'est plus l'action de faire quelque chose de créatif que d'analyser la chose Alors créative. nous, après, en tant qu'art-thérapeute, tu vas analyser le résultat, puisqu'on est dans une forme thérapeutique. C'est de la médecine douce, en fait. Et je trouve qu'on y revient petit à petit, et j'encourage vraiment... Alors attention, je ne dis pas que les médicaments sont inutiles, parce que il y a des gens qui ont besoin de traitement. L'art-thérapie intervient aussi dans le milieu de la cancérologie. Voilà, pour aider les patients à vaincre leurs peurs, leurs doutes, tu vois, face à la maladie. Mais
il faut savoir aussi aller vers d'autres choses, tu vois. Je pense notamment au yoga, qui est très bénéfique, Au Pilates. le pilate, le shiatsu. Il y a beaucoup de choses en fait qu'on ne connaît pas. Mais je trouve qu'on y revient. On est dans une nouvelle dynamique en ce moment, tu vois, depuis quelques temps. Oui, il y a une vague bien-être il y a une vague bien-être. se connaître Exactement. et s'améliorer. Exactement. Et c'est vrai qu'ici, il y a une vraie culture du surf, mais il y a une vraie culture du bien-être aussi. Du sport, j'ai vu plein de gens Ouais. faire du vélo. Oui, les gens courent beaucoup ici. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai pas encore trop exploré, tu vois. Le milieu du sport, c'est un milieu qui m'est pas très connu. Donc là, c'est 3 questions que je vais te poser. Ok. La première, ton mot préféré. Mon mot préféré, c'est hippocampe. Si tu devais recommander 3 artistes, quel que soit leur univers, là maintenant tout de suite, tu dirais qui? 3 artistes, je dirais une musicienne qui s'appelle Tash Sultana, qui est incroyable. Je dirais Benitou Vidéo. Benitou, c'est un de mes amis qui fait de la vidéo et qui fait surtout des photos sur bois. Et pareil, pour moi, c'est un génie. J'ai vu la vidéo là sur toi il n'y a pas très longtemps. Ouais, on a une vidéo, il m'a fait une vidéo sur mon travail, sur une œuvre en particulier qui est disponible sur mon Instagram. Et pour moi, Ben est un génie. Ok. Ben, si tu nous écoutes. Voilà, petite pensée pour lui. Et le 3e artiste, je dirais Victor Hugo. Victor Hugo, j'ai toujours aimé ses écrits. Il n'a pas d'Instagram, lui? Faudrait aller chercher, je crois qu'il y a des petites choses sur lui. Mais Victor Hugo, c'est incroyable. Ses mots sont merveilleux. J'aime beaucoup en fait la poésie, les poèmes. Victor Hugo, ouais, c'est quelqu'un qui me transporte vachement. Et une œuvre en particulier de Victor Hugo? Non, il n'y en a pas une en particulier. Non. Là, en tête comme ça, j'en ai pas. Baudelaire et Victor Hugo, c'est incroyable. Moi, j'étais plus Zola. Ah, je trouve ça très dur, Zola. Il y a plein de mots, mais c'est dur à lire. Il met 20 pages à décrire une pièce. Mais je trouvais ça trop cool. Zola, il est complètement fou. Et c'est très beau, mais je trouve ça très dur à lire. Très dur. Un artiste que j'aime beaucoup, c'est un pianiste qui s'appelle Yann Tiersen. Les gens le connaissent pour les musiques qu'il a fait pour Amélie Poulain. Il y a une chanson en particulier qui s'appelle le Port Gorez, je crois, ou Port Goez, je le dis très mal, mais en tout cas la vidéo, il est tout seul sur son piano en Bretagne. Et ce morceau de piano, c'est le morceau que j'écoute la plupart du temps quand je dessine. Je l'écoute en boucle. Ok. Et je vous invite à aller écouter ce son qui est merveilleux. Et pour Tash Sultana, c'est le titre Jungle. Ça reste dans l'univers. Incroyable, ouais. C'est les 2 titres que j'écoute en boucle quand je travaille. Ok. Et la dernière question avant de nous quitter, Mash, est-ce que tu peux me parler d'une rencontre avec quelqu'un de connu, la plus folle, la plus étrange, la plus cool, la plus drôle que tu aies eue? La plus drôle que j'ai eue, je dirais que c'était à Paris. Quand je suis arrivée à Paris avec mes petites valises, j'ai commencé à travailler dans une galerie d'art où j'étais art consultant en photographie. Et un jour, j'étais avec un client en train de faire une sélection et puis je tourne ma tête et il y a Michel Blanc, des Bronzés, qui est rentré dans la galerie. Et à cette époque-là, j'avais une stagiaire avec moi qui était russe et qui savait absolument pas qui c'était. Et elle me voyait le regarder dans tous les sens. Et alors là, tout de suite, tu penses à certaines scènes du Bronzé. Et donc, il est venu vers nous très simplement, hyper agréable. Et moi, j'étais complètement fascinée par ce mec-là, parce qu'il dégageait un petit bonhomme hyper fun, hyper sympa. Et en fait, dans la galerie, on avait une galerie qui était en pente. Et sur toute la fin de la discussion, il est parti de la galerie. Tous les gens le regardaient, le prenaient en photo. Il est parti de la galerie, il avait mis 2 morceaux de carton sous ses pieds en faisant du ski comme ça. Et j'ai trouvé ce moment absolument fabuleux. C'était en plein été. Et ma stagiaire ne savait absolument pas ce qu'il était en train de se passer. Elle pensait qu'il était complètement fou, parce qu'elle connaissait absolument pas. Donc après, je me suis empressée de lui montrer quelques scènes. Et c'était un super moment, très simple. C'est ce que je voulais. Parfait. Merci beaucoup de cette interview. Merci beaucoup à toi, Arthur. C'était très chouette.
Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Si ça vous a plu, vous pouvez aider le goûter de 2 façons. La première en vous abonnant à ce podcast sur vos plateformes d'écoute et en laissant un avis 5 étoiles afin de mieux référencer le goûter et qu'un maximum de personnes le découvrent. La deuxième façon est d'aller sur le site podcastlegoûter.com afin d'obtenir l'illustration réalisée par l'invité du mois. Pour me trouver et suivre l'actualité du podcast, vous tapez podcast-du-6 le-6 goûter sur Instagram. Enfin, pour recevoir des actualités sur le podcast et vous rappeler de sa sortie, inscrivez-vous à la newsletter présente sur le site podcastlegoûter.com. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Au revoir et portez-vous bien. Miam 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 miam.